Dans cette vidéo, on va parler de la coopération économique entre le Sénégal et le Mali qui reprend vie après plusieurs années de blocus dû aux sanctions de la CEDEAO au Mali. Sanctions qui, je le rappelle, a d'ailleurs fait perdre beaucoup d'argent au Sénégal, le Sénégal de Macky Sall. Après ça, on va aussi parler de la France qui n'a reçu aucun contrat qu'il espérait avec la Chine, mais plutôt un lot de consolation. Commençons avec notre cher et tendre continent. Après l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye, l'économie du Sénégal pourrait subir des bouleversements significatifs. Monsieur Faye, connu pour son patriotisme et son engagement en faveur des réformes, s'engage à rétablir l'ordre et à ajuster les accords commerciaux conclus sous l'administration précédente de Macky Sall. Dans le voisinage du Sénégal, les trois autres nations membres de l'Alliance des États du Sahel expriment également le désir de transformation importante. Transformation à la fois sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan économique. Les pays de l'Alliance des États du Sahel et le Sénégal partagent une approche commune, Ils partagent une approche commune du développement, mettant l'accent sur la coopération régionale et le respect de la souveraineté. En se retirant de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ambitionnent de devenir le nouveau moteur de l'unité de la région, favorisant ainsi la stabilité économique. Parallèlement, le nouveau gouvernement sénégalais procède à des audits afin d'identifier les éventuelles irrégularités de l'administration précédente et de se préparer à renégocier les accords commerciaux de tout genre. Des rencontres entre des responsables sénégalais et maliens laissent entrevoir donc une volonté de renforcer les liens entre les deux nations. Ousmane Sonko, premier ministre sénégalais, a annoncé le 5 mai une tournée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Guinée, en réponse donc à une invitation de partenaires politiques de ces quatre pays. En outre, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a eu des entretiens le 2 mai avec son homologue sénégalais, Yassine Fall, sur des questions d'intérêt mutuel. Cette rencontre s'est déroulée en marge d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères en préparation de la 15e session de conférence islamique à Banjul. C'est en fait pertinent de souligner ici que le Mali représente le principal partenaire commercial du Sénégal. Oui, c'est important de le souligner. En 2021, un forum économique sénégalo-malien a été organisé pour discuter de l'optimisation du port de Dakar en tant que hub logistique régional. Mahmoud Ould Mohamed, responsable de l'industrie et du commerce au ministère des Transports et de l'Infrastructure du Mali, a souligné l'importance de cette relation en indiquant que plus de 80% des importations maliennes passent par le port autonome de Dakar. De même que 90% des exportations, ce qui démontre l'interdépendance économique très étroite entre les deux pays dans un contexte de concurrence de plus en plus intense. Le Sénégal, particulièrement affecté en 2022 par les sanctions de la CEDEAO contre le Mali, devrait prendre conscience de l'importance de renforcer les relations commerciales afin de prévenir les futures crises. Ça peut arriver. Et le pire, c'est que ce sont même les crises du même genre qui peuvent encore arriver. Sanction sur sanction, tout le temps à sanctionner. J'ai beaucoup le mot là aujourd'hui dans la bouche. Les accords commerciaux passés entre le Sénégal et les pays occidentaux nécessitent une révision. Les citoyens attendent que l'Occident cesse d'exploiter leurs ressources maritimes dans des conditions très désavantageuses pour eux et qu'il mette fin à la monopolisation des marchés qui empêchent le développement économique du Sénégal. Dans cette perspective, une coopération régionale fondée sur des conditions, disons, mutuelles, avantageuses est donc préférable et est même logique. C'est la chose normale à faire. Le Sénégal et le Mali entretiennent des liens très profonds et fraternels, basés sur leur histoire déjà, ça faisait partie du même empire, sur la culture, qui est la même, et sur le panafricanisme, qui est le même héritage. Ayant traditionnellement eu de très bonnes relations économiques, des relations très harmonieuses, Bamako et Dakar ont aujourd'hui la possibilité d'approfondir leur coopération à un niveau supérieur. Maintenant, il y a deux gars très intéressants à la tête de chacun de ces pays. Ce serait bien de voir ce que ça peut donner. On passe maintenant aux autres gars, Chine et France. Le président français boude. Oui, il boude la Chine parce que la Chine n'a apporté aucun contrat à la France, privilégiant d'autres partenaires tout simplement. La visite du chef d'État chinois en France devait être un événement pour conclure des accords commerciaux comme en 2019, avec à la clé des accords 30 milliards pour la filière aéronautique d'Airbus. La rencontre Macron-Xi Jinping de 2024 s'est déroulée de manière très non protocolaire à raison de l'opposition du clan occidental et des BRICS. Cette visite de la Chine, premier pays économique mondial, s'est soldée par une signature de 100 millions pour faire passer la patate dans la gorge en fait. Des promesses de partenariat et un sursis concernant l'application des droits de douane sur l'importation du cognac en Chine.
Voilà en gros le triste bilan de la diplomatie française avec la Chine qui ne perçoit plus la France comme étant un acteur majeur de l'économie mondiale. Même en ayant 14 pays qui financent la France reste très mauvaise gestionnaire. C'est quand même fou, hein? C'est quand même terrible. Les autorités françaises expliquent avoir besoin de la Chine pour ses voitures électriques. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et de la transition climatique, dit, et je cite, l'industrie automobile chinoise est la bienvenue en France. Bruno Le Maire a d'ailleurs dû se mettre à genoux pour tenter d'attirer les investissements chinois en France, puisque sa position du 100% électrique doit permettre d'avoir une production de 2 millions de voitures électriques d'ici 2030. Biden est bienvenu en France et l'industrie automobile chinoise est la bienvenue en France. C'est ce qu'il a dit. Bruno Le Maire l'a dit et il était très engagé. La Commission européenne s'est penchée sur les subventions automobiles chinoises qui dopent le marché de l'exploitation avec les aides publiques de Pékin aux constructeurs chinois. Le dumping de Pékin inclut la fourniture d'une assurance à l'exploitation préférentielle, des réductions et des exonérations d'impôts sur le revenu, une exonération fiscale des dividendes, des remises de taxes à l'importation et à l'exportation, des exonérations et abattements de la TVA ainsi que la fourniture de biens tels que les matières premières, des intrants et des composants, et d'autres services de la part des pouvoirs publics moyennant une rémunération moins adéquate. Von der Leyen, qui essaie de s'attribuer des parts de marché européens, dit avec hypocrisie que les marchés mondiaux sont aujourd'hui inondés de voitures électriques chinoises bon marché dont le prix est maintenu artificiellement bas par des subventions publiques massives. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle met la pression à Macron pour avoir une part du gâteau? On ne comprend pas. Personne ne peut nous le dire visiblement. Selon le FMI, la multiplication des subventions octroyées par les grandes puissances économiques augmente les tensions commerciales mondiales. Vous vous rappelez quand je disais que ce que les États-Unis font, ils reposent de le faire aux autres, non? Voici un exemple ici que le FMI souligne. Les nouvelles subventions telles que la loi sur la réduction des inflations aux États-Unis posent problème. De même que, selon le FMI, le plan industriel du pacte vert de l'Union européenne et la stratégie Made in China 2025 font craindre une guerre des subventions qui conduirait à un nivellement, un nivellement vers le bas. Les États-Unis ont exercé une pression sur le président mexicain pour qu'il rejette une offre chinoise de 12 milliards de dollars destinée à la construction d'une usine de voitures électriques et de batteries. Cette décision s'inscrit dans une politique d'électrification du parc automobile qui a déjà coûté très cher à des entreprises comme Ford, entreprise qui a enregistré une perte de 1,3 milliard de dollars. En Europe, Stellantis a également sollicité une subvention de 13 500 € par voiture auprès du gouvernement italien. La Chine a réussi à justifier ses actions assez clairement en réponse aux questions de subventions jugées illégales accordées par les industries automobiles américaines et européennes. Tandis que la Commission européenne a donc condamné ces subventions chinoises-là. Vu que l'Occident accuse la Chine de faire des subventions illégales, la Chine a simplement rappelé à l'Occident, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis, qu'ils font exactement la même chose. Mais vous allez voir que c'est la Commission européenne qui s'est chauffée, fâchée, que non, on condamne les subventions chinoises, alors qu'ils font exactement la même chose. Ils n'ont juste pas le niveau. C'est au moins la 3e fois que j'aborde ce sujet et 3 fois de suite, j'explique que l'Occident n'a pas le niveau de la Chine en matière de production industrielle. Cette rivalité économique entre le bloc occidental et les BRICS, avec la Chine en tête, est cruciale dans la détermination des forces dominantes dans l'économie mondiale. Actuellement, c'est la Chine qui domine. Vous l'aurez profondément dans votre ego. La Chine maintient sa suprématie dans l'économie mondiale et profite de la vente des ressources cruciales pour la transition vers une économie à zéro émission de carbone, ce qui fragilise davantage les économies occidentales. La tension entre le monde occidental et les BRICS, notamment sur les négociations de contrats concernant les matières premières ainsi que les mouvements d'indépendance de l'Afrique vis-à-vis des anciens colonisateurs, pourrait être un élément déterminant dans le déclin de l'économie occidentale. Parce que oui, en Afrique, on va de plus en plus privilégier la Russie et la Chine. Et donc, fatalement, l'Occident va perdre plein de contrats, va perdre sa mangeoire et finir par décrépir. Ok, on continue avec quelques actualités en Afrique. La Banque africaine d'impôt-export estime que la tendance actuelle à la hausse des coûts d'or profitera aux plus gros producteurs du continent africain. Cependant, elle met également en garde contre les conséquences négatives de cette croissance. L'or augmente et ça a des avantages et des inconvénients. Dans les effets positifs, il y a une augmentation des flux de réserves de change, ce qui contribue à la stabilisation de la monnaie pour les pays africains qui ont leur propre monnaie.
ainsi qu'une croissance des recettes fiscales. Cependant, il y a aussi des conséquences négatives, telles que l'encouragement à l'exploitation parallèle, ce qui est un frein à la diversification économique et une envolée de l'inflation. Donc, parce que c'est monté en prix, les gars voudront produire plus, ce qui va faire en sorte que le prix redescende. Le prix de l'or a atteint un niveau record le 12 avril, se stabilisant à 12 401,5 $ l'once. Une hausse qui s'explique par plusieurs facteurs. Parmi eux, une demande accrue de la part des investisseurs qui considèrent l'or comme étant une valeur refuge. Un mouvement de dédollarisation manifesté par l'achat massif d'or par les banques centrales ainsi que des tensions géopolitiques qui incitent à se détourner vers un actif sûr. Pour le continent africain, le secteur aurifère revêt une importance cruciale dans l'économie de plusieurs pays. En moyenne, l'or représente environ 15% du PIB et environ 45% des exportations. Un quart de la production mondiale d'or provient du continent africain, avec des pays tels que le Ghana, l'Afrique du Sud, le Soudan, le Mali, le Burkina Faso, la RDC, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Togo et la Côte d'Ivoire en tant que principaux producteurs représentant ensemble 90% de la production africaine. C'est trop, c'est trop. On devrait garder cet or pour nous. Déjà qu'on a réussi à nous convaincre que l'or est plus important que la nourriture, mais autant mieux on garde ça pour nous. Autre actualité. Une mine d'or malienne a été cédée à l'État pour la somme symbolique d'$1. Vous n'avez pas mal entendu. La société australienne Firefinch, qui possédait la mine Morila, a conclu un accord avec la compagnie minière publique Sorem, entérinant et confirmant donc cette transaction. Firefinch avait acquis le site en 2020 avec l'intention de relancer la production. Mais ce projet ambitieux n'a pas pu aboutir en raison de contraintes financières. La mine de Morila est l'une des plus productives au Mali, ayant produit plus de 200 tonnes d'or au cours de ces 20 dernières années. L'accord comprend également la mine de lithium de Goulamina, qui était également détenue par Firefinch. La participation de l'État malien dans cette transaction passe à 30% alors qu'avant c'était à 20%. Et il y a aussi une part qui a été réservée aux investisseurs locaux qui est de 5%. Alors honnêtement, je ne pense pas que l'Australie ait fait ça de bonne foi. Je suis sûr qu'il y a un passif qu'ils préfèrent ne pas rendre public et une fois de plus, garder la face pour éviter un communiqué officiel beaucoup plus tranchant. Mais c'est une bonne chose, en tout cas c'est une excellente chose. Au moins là, les gars ne sont pas trop agacés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.